Si tu es de ceux qui mangent la même chose tous les jours, tu reproduis l'une des habitudes des personnes les plus intelligentes du monde. Et bien que cela puisse sembler ennuyeux, cela a une explication très logique basée sur deux principes. Imagine deux personnes. D'un côté, il y a toi. Tu prépares ton plat quotidien de riz avec du poulet. Tu n'y penses même pas. Tu ne consultes pas de recettes ni ne vérifies le réfrigérateur. Tu cuisines en pilote automatique tandis que ton esprit résout déjà des problèmes que l'autre n'a pas encore découverts. Il a l'esprit occupé à penser à quoi manger, comment cuisiner et quels ingrédients il lui faut. Les personnes hautement intelligentes comprennent que chaque choix épuise l'énergie mentale. Et si tu gaspilles ton cerveau à choisir entre des lentilles ou des pâtes, tu seras en mode zombie quand tu auras vraiment besoin de réfléchir. Cela s'appelle la fatigue décisionnelle et cela peut saboter ta journée avant le petit déjeuner. Et bien que cela puisse sembler insignifiant, tu verras que l'impact que cela a sur ta vie est exponentiel. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, tous le savaient. C'est pourquoi ils s'habillaient de la même manière tous les jours. C'est le même principe. Moins de décisions, plus de pouvoir mental disponible. Des études soutiennent que la répétition peut augmenter la productivité, réduire l'anxiété et améliorer la concentration. Alors, la prochaine fois que tu vois quelqu'un répéter son déjeuner pour la 5e fois consécutive, ne le sous-estime pas. Il n'est probablement pas ennuyé, il est occupé à te surpasser, et ceci n'est que la première habitude. La suivante est de construire des systèmes de vie complets et de ne pas les suivre. Ce n'est pas par paresse. Cela est dû à la façon dont ton câblage cérébral est formé. Tu as un tableau de bord dans Notion, 6 planificateurs codés par couleur et un tracker d'habitude avec plus de règles que l'espace aérien international. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as fini par manger des céréales à 2 heures de l'après-midi sans savoir comment ta journée est passée. Et ce qui se passe est très curieux. Beaucoup de personnes avec une haute intelligence apprécient plus le processus de conception du système que de vivre à l'intérieur de celui-ci. L'émotion réside dans la construction de la carte parfaite, pas dans le fait de la suivre, car pour ces cerveaux, planifier signifie avoir le contrôle. Exécuter signifie faire face à la friction, aux imprévus et au chaos, et cela ne leur plaît pas autant. C'est pourquoi ils conçoivent des panneaux de notes aussi sophistiqués qu'une centrale nucléaire et ensuite oublient tout à l'heure du repas. Les surpenseurs fonctionnels fonctionnent ainsi. Ils créent un environnement mental idéal, mais se heurtent à la réalité logistique. Ce n'est pas que tu n'aies pas de système, c'est que ton cerveau est trop occupé à construire le prochain. Être mentalement à 3 endroits en même temps. Tu réponds à un message tout en pensant à la réponse d'un courriel que tu n'as pas écrit. Et en même temps, tu analyses la conversation que tu as eue hier et ce que tu aurais dû dire. L'esprit va plus vite que le présent et cela semble être un avantage jusqu'à ce que cela commence à jouer contre toi. Tu as du mal à être entièrement concentré sur une seule chose, non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que ton cerveau exécute des processus parallèles comme s'il était un serveur surchargé. Ce qui est intéressant, c'est que cette surcharge se produit par conception. Ton esprit a plusieurs fenêtres ouvertes parce qu'il essaie d'anticiper, d'organiser et de résoudre plusieurs couches à la fois. Et bien que cela cause parfois de l'anxiété, cela te donne aussi quelque chose que d'autres n'ont pas, la capacité de vision simultanée. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour fermer les onglets. Et juste quand tu décides de te concentrer sur une seule chose, une autre idée s'invite sans demander la permission. Avoir besoin de temps seul après avoir socialisé te rend plus efficace que la moyenne. Alors que tes amis sortent d'une fête plus énergisée que jamais, toi, tu ne veux qu'une chose. Le silence. Tu n'es pas triste, tu n'es pas contrarié et encore moins antisocial. Tu fais quelque chose que très peu comprennent. L'entretien du système. Et bien que cela puisse sembler exagéré, c'est la raison pour laquelle beaucoup des esprits les plus brillants fonctionnent mieux lorsqu'ils sont seuls. Tu vois, la société célèbre l'extraverti, le charismatique, celui qui ne se tait jamais. Mais les études montrent une vérité inconfortable. Les personnes avec une plus grande capacité cognitive ont tendance à avoir besoin de plus de solitude. Et ce n'est pas par timidité ni par insécurité. C'est parce qu'ils traitent plus d'armes, plus de signaux, plus de stimuli, plus de couches de chaque interaction. Ce qui pour d'autres est une simple conversation triviale. Pour toi, c'est un bombardement d'informations. Et si tu ne t'éloignes pas à temps, ton esprit s'effondre. C'est pourquoi tu choisis les écouteurs à réduction de bruit. C'est pourquoi tu cherches cette salle de bain avec verrou. Parce que tu ne fuis pas. Tu optimises ton cerveau pour devenir plus clair, plus fort et plus précis. Rester éveillé tard sans raison apparente peut sembler une mauvaise habitude, mais cela pourrait être un signe de génie. Si à 2 heures du matin tu es éveillé et résous soudainement l'existence, tu n'es pas paresseux.
tu pourrais fonctionner à un horaire de haute capacité cognitive. Des recherches lient le comportement nocturne à des scores plus élevés en pensée abstraite, créativité et résolution de problèmes. Les cerveaux brillants, au lieu de s'éteindre au crépuscule, s'activent. Et ce n'est pas un hasard. Darwin, Churchill, Mozart, tous étaient des noctambules. La théorie dit que certains cerveaux sont capables d'ignorer leur horloge biologique pour continuer à traiter quand tous les autres se sont déjà effondrés. Donc si tu es encore éveillé à 3 heures du matin en train de concevoir ta prochaine idée d'entreprise, c'est que tu as cette capacité de briller en mode nocturne. Les conversations superficielles t'épuisent plus que tu ne voudrais l'admettre. Alors que d'autres aiment parler du temps, du trafic ou du football, tu te poses des questions existentielles, réfléchis à la philosophie ou continue de penser à cette idée de business nocturne. Quel est le sens de parler pour parler? Ton cerveau demande autre chose, des idées de poids, des questions réelles, des arguments qui définent. Les chercheurs l'appellent « besoin de stimulation significative ». Tu le connais simplement comme ce moment inconfortable où tu te déconnectes au milieu d'une conversation parce que ton esprit est déjà parti résoudre un mystère historique ou redessiner la civilisation depuis zéro. Et même si les autres continuent à bavarder avec enthousiasme, tu es coincé sur une autre fréquence. Remettre les tâches d'à plus tard et les résoudre à la dernière minute est plus une formule souvent sous-estimée. Il y a des personnes qui travaillent au mieux sous pression. Toi, par exemple. Ton cerveau ignore les 13 premières alertes du calendrier et s'active juste quand il reste 1 heure pour la remise. Et là, il se passe quelque chose de curieux. Tout cool. Les chercheurs l'attribuent à un phénomène d'hyperfocalisation induit par le stress. Quand le temps s'épuise, le cerveau intelligent cesse de divaguer et se concentre comme un laser. Tu entres en mode d'exécution totale. Léonard de Vinci a reporté la Joconde pendant des années. Douglas Adams remettait ses manuscrits à quelques secondes de la clôture éditoriale. Ils étaient des procrastinateurs, oui, mais leur performance ne surgissait pas malgré la limite de temps. Mais grâce à elle, faire des blagues que personne ne comprend est un signe que ton humour a des couches cachées. Une de tes phrases peut sembler absurde jusqu'à ce que quelqu'un l'analyse 2 secondes plus tard et se rende compte qu'elle était brillante. Bien sûr, à ce moment-là, plus personne ne rit. Les personnes avec un haut quotient intellectuel ont souvent un humour différent, plus complexe, plus abstrait, plus inattendu, ironie sombre, références obscures, jeux de mots impossibles. Et quand personne ne rit, ne te décourage pas. Tu opères sur une fréquence différente, comme lancer des mèmes en code morse. Changer constamment ta routine. La nuit précédente, tu avais créé une routine parfaite. Tout s'emboîtait. Tu te sentais imparable. Mais 3 jours ont passé et tu es déjà en train de la modifier. Ce n'est pas que tu t'ennuies ou que tu te distrais. Tu vois simplement des améliorations possibles là où d'autres voient une structure suffisante. Et cela, même si cela semble être du chaos, est une autre forme d'optimisation. Ton cerveau ne s'attache pas à une seule façon de faire les choses. Il l'évalue en temps réel et s'il trouve une option plus efficace, il la change, même si cela implique de recommencer à zéro. Le problème, c'est que cela peut te saboter. Tu ne finis jamais de peaufiner quoi que ce soit, parce que tu es toujours en train de peaufiner. La clé est de concevoir une routine de base qui te donne une structure sans éteindre ton instinct d'amélioration. Te sentir maladroit dans des situations sociales. Ta tête ne se tait pas. Révise chaque salut, chaque pause, chaque regard étrange. Tu as répété ta commande de café 5 fois. Pourtant, tu as dit « moyen grand s'il vous plaît » et tu es parti embarrassé. Cela se produit en partie parce que tu es très analytique. Les personnes qu'autres avec une haute intelligence sociale ne semblent pas toujours charismatiques au premier abord. Pourquoi? Parce que leur cerveau ne cesse de calculer des possibilités, de lire des micro-expressions, de revoir ce qui a été dit, d'anticiper les conséquences. Et cette suranalyse ralentit tout. Pendant que quelqu'un parle tranquillement de son week-end, tu es coincé à te demander si ta poignée de main a été trop longue, ou si tu aurais dû dire « également » avec un autre ton. Einstein était notoirement mal à l'aise. Newton se cachait pratiquement du monde. C'est la sensibilité sociale amplifiée à des niveaux absurdes. Tout remettre en question peut sembler épuisant, mais c'est la première étape de quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des personnes qui peuvent accepter ce qu'on leur dit et continuer. Et puis il y a toi qui as besoin de tout comprendre depuis la racine. Tu analyses des phrases quotidiennes comme si c'était des énigmes. Ta tête ne veut pas de certitudes rapides, elle veut des mécanismes internes, des fondements invisibles, des couches cachées sous l'évidence. Cela a un nom, une haute tolérance à l'ambiguïté, une capacité cognitive qui te permet d'habiter dans le doute sans te désespérer de le clore. Tandis que d'autres courent vers des réponses, toi tu marches vers de meilleures questions. Ce n'est pas facile, cela te ralentit et t'isole parfois.
Socrate en a fait une méthode. Tu le pratiques sans t'en rendre compte chaque fois que quelqu'un affirme quelque chose avec assurance. Parler avec toi-même est plus utile qu'il n'y paraît. Ce qui semble être une simple habitude est en réalité une forme de pensée active. Lorsque tu parles à voix haute avec toi-même, tu traites des idées, prends des décisions et crées de l'ordre dans le chaos. C'est comme avoir une deuxième voix qui t'aide à organiser l'invisible, une sorte d'assistant interne avec un accès direct à tes fichiers mentaux. Les psychologues appellent cela la métacognition verbalisée. Utiliser le langage pour clarifier ce que tu penses. Einstein murmurait seul pendant qu'il travaillait. De nombreux athlètes répètent des phrases clés avant d'agir et toi, sans le savoir, tu fais quelque chose de très similaire lorsque tu as besoin de démêler ce qui se passe dans ta tête. Tu le fais pour t'expliquer clairement les concepts abstraits que tu as. Et quand tu le fais bien, même les idées les plus difficiles trouvent enfin où s'intégrer. Développer de l'empathie envers des objets inanimés est un signe d'une intelligence émotionnelle très aiguisée. Tu donnes un nom à ta voiture. Tu demandes pardon à une chaise quand tu trébuches ou tu gardes une tasse cassée par attachement émotionnel. Cela s'appelle l'anthropomorphisme, attribuer des émotions humaines à des choses qui n'en ont pas. Et bien que cela puisse sembler trivial, c'est lié à la créativité, à la sensibilité et à la capacité de connexion symbolique. Pixar a construit des films entiers sur cela. Mais toi, tu le fais sans script. Tu vois une âme dans ce que tu utilises chaque jour. La base de cela est que tu as plus de neurones miroirs que les autres. Et surtout, cela arrive avec les femmes. Pour beaucoup, les objets monnaies sont de simples ustensiles, mais pour toi, c'est comme si tout dans ce monde avait une vie. Et oui, jeter un vieux t-shirt peut faire plus mal que prévu parce que tu lâches aussi une partie de toi. Préférez écrire plutôt que parler. Tu écris un message parfaitement rédigé et évites un appel comme s'il s'agissait d'un examen surprise. Les mots parlés pressaient, les écrits attendent. Écrire te donne du temps, de l'espace et une touche pour effacer. Beaucoup de personnes intelligentes le préfèrent car elles peuvent clarifier et affiner des idées complexes sans la pression de quelqu'un qui leur souffle dans le cou au téléphone. Parler peut faire s'échapper les idées, mais sur un clavier, tu peux les capturer comme des papillons. Les introvertis le font, les penseurs le font. Quiconque veut que ses mots reflètent vraiment son esprit le fait. Parler est improvisation, écrire est conception. Et à ce stade, vous saurez qu'une des caractéristiques les plus communes des personnes très intelligentes est de contrôler et dominer. De plus, dans la communication asynchrone, tu contrôles le rythme, le ton et la clarté. Pour un esprit aiguisé, c'est une nécessité. Les réactions intenses face à l'injustice ne surgissent pas de nulle part. Elles sont une réponse aiguisée du système de valeurs, une règle brisée, un piège ignoré, un geste hypocrite. Et tout ton corps le détecte avant que tu puisses l'expliquer. Les personnes avec des structures éthiques complexes ressentent les failles du système comme si elles les affectaient directement, même lorsqu'elles ne sont pas impliquées. Cela peut sembler exagéré de l'extérieur, mais dans ta tête, chaque contradiction active des alarmes. Ton esprit cherche du sens et quand il le perd, il réagit. C'est pourquoi, parfois, cela te place au centre des conflits. D'autres fois, cela te laisse seul. Mais ce que tu ne fais jamais, c'est détourner le regard. La sensibilité extrême est de la perception amplifiée. Tu ressens quand quelque chose ne va pas, même avant que quelqu'un ne le dise. Vous détectez le moindre changement de ton, un mot déplacé, une tension dans l'air que d'autres ignorent. Votre radar est allumé tout le temps et est plus calibré que celui des autres personnes. Plusieurs postes clés au FBI et dans les opérations sous couverture nécessitent justement cette capacité. Ce niveau de syntonisation émotionnelle a son prix. Il te fatigue et t'accable, mais il te permet aussi de voir ce que les autres ne voient pas. Petits signaux, vibrations subtiles, micro-vérités qui flottent sous l'évidence. On ne peut pas l'éteindre, mais on peut le comprendre. Passer par de longues phases de silence n'est pas une déconnexion pour toi, c'est un traitement interne dans sa forme la plus pure. Parfois, tu disparais, tu passes des heures sans répondre aux messages et des journées entières plongées dans une idée, regardant par la fenêtre sans produire quoi que ce soit de visible. Mais ce qui semble être de l'immobilité est autre chose. Ton esprit travaille à l'intérieur, démontant des structures, testant des hypothèses et cherchant le fil qui relie tout. Et soudain, sans avertissement, la clarté apparaît. Une solution, une phrase qui résume tout. Et bien que pour les autres, il semble que tu sois simplement absent ou que tu te donnes un air intéressant, en réalité, tu crées quelque chose dans ton monde intérieur. Et tu as besoin de ton espace. T'obséder avec des sujets bizarres.
Tout commence par une curiosité aléatoire, peut-être un mot étrange ou une information isolée. Tu regardes une vidéo de 12 minutes sur la physique de l'univers ou sur comment manipuler les gens et, sans t'en rendre compte, tu es déjà plongé dans un trou fascinant. Tu découvres un nouvel univers et tu te lances à corps perdu pour tout apprendre à son sujet. Les personnes les plus sages du monde sur des sujets concrets ne sont pas arrivées là simplement parce qu'elles aimaient cela. Elles ont toute cette capacité et à un moment donné, elles ont rencontré ce qui les passionne aujourd'hui. Ce qui semble être un passe-temps éphémère est en réalité une manière profonde de traiter l'information. Certaines des idées les plus révolutionnaires sont nées de fixations que d'autres auraient ignorées. Darwin avec les coléoptères et Janelle Monáe avec la science-fiction et l'identité. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui vous plaira.